Bonjour. Moi je m'appelle Nicolas Frizarin, je suis développeur advocate et senior staff engineer au sein de chez Sphere, Luxembourg. Je suis venu spécialement pour le meet-up aujourd'hui. À côté de ça, je suis Google Developer Expert dans les technologies. Donc voilà, je suis Google Developer Expert dans les technologies du web et principalement dans les web performance, ce que je vais vous parler aujourd'hui du coup, et Angular. Mais je crois qu'aujourd'hui je vais dire que je suis à fond sur Vue. Donc ça, pas de souci. Personne ne m'attaquera en fin de meet-up. Je suis également MVP et je suis core maintainer de la librairie NGZoro, qui est une librairie UI pour Angular et qui s'appuie sur OnDesign. Vous avez la même chose pour Vue, qui s'appelle Vue OnDesign, et la même chose pour React, qui s'appelle React, tout simplement. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est généralement, on va voir pourquoi les utilisateurs ne sont pas forcément contents d'utiliser nos applications, ce qui est bien dommage. On verra également ce que sont réellement les Core Web Vitals, d'accord, pour pouvoir les optimiser. Et puis on rentrera un peu plus en détail dans ce qui s'appelle les 3 métriques qui composent les Core Web Vitals, à savoir Full Paints, le Cumul Layout Shift et l'INP, qui est une métrique qui remplace le FID et qui est arrivée en mars de cette année. D'accord ? Donc à la base, je me suis entraîné tôt qui faisait 45 minutes, mais a priori j'ai 20 minutes, donc je vais raccourcir un petit peu quoi. Donc ce talk, forcément il va parler des web performance, vous inquiétez pas, il y aura des petits exemples de code et vous allez pouvoir également les appliquer en Vue, d'accord, même si demain vous êtes amené à utiliser d'autres frameworks ou même du pur Vanilla.js, tout ce que vous allez voir aujourd'hui ça s'applique, donc c'est cool, c'est nice. Donc pourquoi généralement les utilisateurs ne sont pas satisfaits de nos applications? Est-ce que quelqu'un a une idée dans cette salle? Moi j'en ai plein, chez un client ils sont jamais contents les gars. Ouais, voilà, donc initialement, généralement, on a une page blanche, donc il y a des magouilleurs qui mettent un loading comme ça, bon c'est moche, mais bon, on est quand même content d'avoir un loader. On a ça, on a des personnes qui perdent le focus de lecture, vous avez jamais eu ça, où on dit, là, vous êtes là en train de lire et d'un coup, hop, votre focus de lecture il est perdu parce que votre page elle scroll, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis la dernière, généralement c'est quand on clique, soit l'action elle met du temps à se réaliser, soit le feedback utilisateur il arrive très longtemps après, soit c'est buggé, mais généralement c'est plutôt que l'action se met du temps à arriver et donc du coup forcément on pense que c'est buggé. Et ça c'est un gros problème parce que sans s'en rendre compte en fait vous faites perdre de l'argent à votre société, simplement parce que aujourd'hui vous n'êtes pas les seuls à faire la même application sur le marché, vous prenez YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, ils ont tous le même concept, d'accord. La seule différence c'est l'UI principalement et la performance de lecture, des choses comme ça. Alors, typiquement sur Spotify vous avez un cache, YouTube Music vous l'avez pas. Donc quand vous perdez du réseau, Spotify ça continue à marcher, YouTube Music ça s'arrête. Ok, donc basé sur ces feedbacks, on peut remarquer qu'il y a 3 informations très importantes. Le premier c'est que on a un temps de chargement qui est médiocre, d'accord, d'où la page blanche initialement. On va avoir un écran qui clignote comme une guirlande de Noël. D'accord, donc ça c'est dû à l'instabilité de votre écran simplement. Et finalement, ce qu'on va voir, c'est que le feedback des actions utilisateurs met beaucoup trop de temps à arriver. Donc il semble que votre application finalement délivre une mauvaise expérience utilisateur et c'est pour ça que les utilisateurs sont mécontents d'utiliser votre application. Généralement, ce qui est compliqué dans les web performance, c'est qu'il y en a beaucoup, d'accord. Et la première chose, c'est que qui va être compliqué, c'est de matérialiser l'expérience utilisateur en tant que problème de performance. Ça, c'est pas si simple que ça au final, on va le voir. Enfin, ce qu'il faudra aussi voir, c'est comment aider les développeurs à catcher ces problèmes très tôt dans le développement. L'idée, c'est pas de mettre en production, de croiser les doigts et de se dire ouais, j'espère que ça va marcher, et finalement ça ne marche pas et que ça revienne. L'idée, c'est quand même de livrer quelque chose en production qui marche à peu près correctement. Ça, c'est très important. Et puis, enfin, on va essayer de regrouper ce qu'on appelle les métriques, on va essayer de les regrouper sous un certain nom. Et c'est ainsi qu'est né les Core Web Vitals. Donc, les Core Web Vitals, c'est quoi? C'était une initiative de Google en 2020 qui s'est dit ok, moi je vais intégrer l'expérience utilisateur dans tous mes outils de développement ainsi que d'audit. D'accord, ça c'était une volonté en 2020. En 2021, il a intégré ces 3 métriques de performance sous le nom de Core Web Vitals dans tous les outils qu'il fait. D'accord. Et en 2024, il vous a sorti une nouvelle métrique et déprécié une ancienne. Comme ça, il ne perd pas de temps, quoi. Donc si on résume, en fait, simplement, les Core Web Vitals, c'est une initiative vraiment géniale de Google qui permet de matérialiser l'expérience utilisateur simplement à travers des performances. Ok? Ça va jusque-là? Pas de souci? Ouais.
Ok, donc si on essaye de faire un tableau entre guillemets de liaison, donc ce qu'on peut voir, c'est que le fait que donc le temps que prend la première page à se rendre, d'accord, ça c'est lié fortement à ce qu'on appelle le LCP, le Largest Contentful Paint, d'accord. Le fait que vous avez un écran qui clignote, ça va être lié à ce qu'on appelle le Cumul Layout Shift. Et enfin, la dernière chose qu'on avait remarqué, le fait que quand vous cliquez sur un bouton, ça met trop de temps à vous amener le feedback, etc. Ça c'est fortement lié à la métrique INP qui est Interaction to Next Paint. Donc, on sait ce que c'est maintenant à peu près les Core Web Vitals. Par contre, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est comment on fait pour les mesurer. Et c'est là que ça devient un peu plus complexe parce qu'il y a deux façons de les mesurer, mais ces deux façons-là ne sont pas opposées l'un l'autre. Hein, okay, elles sont amies et il faut utiliser les deux en fait, sinon ça ne marchera pas. Donc la première façon qu'on a, c'est ce qu'on appelle by the field. Donc ces informations-là, ce sont des données qui sont réelles. Ce sont des informations que vous allez récolter quand votre application est en production. Et ça, c'est très important de récupérer ces informations-là parce que, bon, ici, vous habitez tous Paris ? Oui, je pense que vous avez une qualité de réseau 5G qui doit être bien ici. D'accord ? Par contre, je peux vous garantir que typiquement dans des coins reculés du monde, genre en Afrique par exemple, hein, eux ils n'ont pas forcément la 5G et ils récupèrent Internet via le satellite. D'accord ? Donc forcément, ces utilisateurs-là vont peut-être avoir plus de problèmes que vous qui êtes en 5G déjà rien que pour charger la première page. Ok ? Et donc on appelle ça, les données-là, on les appelle les field data. Okay, c'est ce qu'on appelle du Real User Monitoring, pour être tout à fait honnête. Et enfin, ce qu'on avait dit, c'était qu'il fallait quand même trouver une solution, d'accord, pour pouvoir au moins essayer de débugger ces performances avant même de mettre en production. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Labs Tools. Donc les Labs Tools, c'est très simple, ça va simplement simuler l'expérience utilisateur, d'accord, afin de vous donner des métriques, sauf peut-être une, qu'on va voir juste après. Donc si on résume, je vais donner ici le nombre de tools qui permettent en tout cas de faire du field data. Donc il y a Chrome User Experience, PageSpeed Insight, Search Console, Core Web Vitals Extension. Vous avez aussi une autre librairie JavaScript qui s'appelle Web Vitals JS, d'accord, qui va vous permettre également de récolter tous ces outils. Alors vu qu'on est dans un MeetupView, je vous rassure, je vous explique comment on l'intègre. C'est très simple en fait, c'est une librairie, c'est une third-party librairie JavaScript, d'accord. Donc vous avez juste, si vous voulez, incorporer le script initialement dans votre main et c'est terminé, d'accord. Et voilà, donc ça va mesurer LCP, CLS et INP comme je vous l'ai dit. Par contre, les Lab Tools, donc c'est Chrome DevTools, Lighthouse, eux, ça va pouvoir mesurer que le FID et le CLS, mais pas l'interaction de l'utilisateur. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ? Ouais. C'est trop récent. Alors, c'est presque, mais en fait, si tu veux, ouais, c'est récent et on n'a pas assez de recul pour simuler correctement l'expérience utilisateur. En fait, on n'a pas assez de recul pour simuler vraiment le bouton, quoi. Tu vois, l'interaction de l'utilisateur, ça, on n'arrive pas à le simuler parce que en quoi c'est complexe de simuler ? Simplement, imagine tu cliques, le gars il revient en arrière, tout ça c'est compliqué à gérer, donc du coup on ne peut pas le mesurer. Par contre, ce qu'on va mesurer initialement, ça va être le temps où votre page devient interactive. Et on va dire que c'est l'interaction de Next Paint, quoi. D'accord ? Alors, donc comme je vous l'ai dit, Lab Tools et Field Tools, ils sont amis, d'accord. Il faut utiliser les deux. Pourquoi ? Parce que les Field Tools, en fait, vont dépendre de deux choses. Première chose, elles vont dépendre de votre device, simplement. Donc, prenons un exemple. Vous faites une application, d'accord. Faites tourner une application sur Mac, sur le dernier Mac M2, M3, pardon, et faites tourner votre application sur Windows. Et je peux vous dire que vous allez avoir une petite diff qui est assez monstrueuse. Moi, typiquement, j'ai eu le cas. C'est ce que je disais, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de performance, que l'écran frisait. Je suis arrivé, je dis moi j'ai pas le problème, je suis sur Mac, ça marche bien. En fait la personne utilisait Windows, un vieux Windows et ça marchait pas du tout en fait. Donc là typiquement on peut avoir ce problème là. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, les conditions réseau, d'accord, on n'est pas tous égaux face aux conditions réseau. Et la dernière chose c'est comment vous utilisez votre device. Je pense que ici si je demande qui ferme ses applications quand vous en ouvrez une sur votre mobile. Voilà. Toutes les restes des personnes, vous ouvrez l'app, vous switchez d'app et vous la laissez tourner en background. Ce qui va se passer, c'est que le CPU, il va allouer en fait une partie de son CPU à chaque petite application. Ce qui fait que forcément, une personne qui va ouvrir l'app pour la première fois et une personne qui a 1500 apps ouvertes, forcément celui qui en a 0, ça va aller beaucoup plus vite parce que le processeur va allouer tout d'un coup, quoi.
Alors non, on va aller dans le Largest Contentful Paint. Donc c'est quoi le LCP exactement? C'est le temps que va mettre le browser pour rendre la plus grosse image de votre application, d'accord? Ou le plus gros bloc texte. C'est tout. Ok? Donc quand on sait ça, si la métrique se trouve entre 0 et 2,5 secondes, dans ce cas on est plutôt bon. Entre 2,5 et 4 secondes, ça nécessite quelques améliorations, mais en soi ça devrait aller, il n'y a pas grand chose à faire. Au-dessus, je vais être honnête avec vous, il faudra peut-être revoir toute l'architecture de votre application front, mais également les serveurs qui vont servir votre application. Généralement, où ça se trouve? Donc, je pense que tout le monde voit quand on fait une application vue, généralement on fait une application qu'on appelle Client Side Rendering, vous êtes tous d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est data fetching, templating, navigation, tout ça, c'est géré par le browser en fait. D'accord? Vous avez un énorme fichier main.js que vous téléchargez, après c'est tout le browser qui va gérer. Donc pareil, donc ici qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez un problème, en tout cas de FID, simplement il se trouve dans votre projet vue, bah, finalement c'est dans le fichier index.html le problème, c'est tout. Ou le main, d'accord? Mais pas plus. Quand on a fait ça, généralement on essaie de savoir quelles sont les ressources LCP, qui sont généralement des images, des iframes, des fontes, très important les fontes, et surtout comment est-ce qu'elles sont nécessaires au démarrage de votre application et comment elles sont loadées, hein, parce que vous savez que vous pouvez différer le loading, généralement. Donc c'est un problème qui est très complexe et généralement comme tout problème complexe on essaye de le splitter en plusieurs petits problèmes. Je vous l'ai déjà splitté pour vous. Le premier problème c'est le time to first byte, il représente environ 40% du temps. Le deuxième le resource load delay qui représente 10% du temps. Le resource load time qui est également de 10% et enfin le temps de rendu qui va représenter 40%. Hein, pourquoi? Parce qu'il faut parser le JavaScript, il faut l'interpréter et puis il faut l'afficher, quoi, hein. Enfin, en tout cas la logique de Dynamics, il faut le faire. Alors sur un schéma, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Donc c'est quoi le time to first byte? C'est le temps que va mettre le browser pour récupérer le premier byte de votre index HTML en fait. C'est tout. Ensuite le resource load delay, ça va être le temps que va mettre le browser pour charger tout l'index HTML et également les fichiers de style qui sont incorporés simplement dans votre index HTML. Tout le monde utilise Bootstrap ici? Non? Tout le monde a arrêté? C'est bien. Cool. Bon, qui avait déjà utilisé Bootstrap avant? Bon, généralement, c'était... Ouais, moi aussi. C'était trop cool. C'était une librairie, on incorporait tout le style. On n'avait pas vraiment le choix. Du coup, on se retrouvait pour peut-être 3 boutons et une tab à avoir un truc énorme, ce qui ne faisait pas trop de sens. D'accord? Donc ça, typiquement, ça peut être ce genre de problème. Vous avez le resource load time. Donc le resource load time, c'est quoi? C'est simplement le temps que va mettre le browser pour charger toutes vos ressources LCP, donc ça veut dire les images, etc., tout ça. Et ensuite, il va le faire en parallèle, il va simplement télécharger votre JavaScript et puis l'interpréter. Et l'interprétation, tout ça, c'est le temps de rendu en fait. Ok? Donc si on veut optimiser cette chose-là, hein, l'idée c'est de paralyser quand même le resource load time. L'idée c'est de paralyser le chargement des ressources LCP, c'est de paralyser le resource load delay également et de se dire je commence à télécharger les style sheets dès que le browser les rencontre et pas une fois qu'il a téléchargé tout HTML, hein, parce que là c'est ce qu'il fait ici par défaut. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Simplement on va préloader les ressources comme les feuilles de style et les images, et ça alors par contre ça marche dans tous les navigateurs pour tous les frameworks, c'est super simple. Vous mettez un link, d'accord? Au lieu de mettre real style sheet, vous mettez real égale preload pour préloader, et vous allez avoir une autorisation d'un autre attribut qui s'appelle as, et là vous donnez ce que vous êtes en train de télécharger en fait, as style sheet, as image, etc. D'accord? Et il n'y a rien de bien complexe, ça marche partout pareil. Ensuite, pareil, différer les scripts. Donc tout ça, c'est relativement simple. Là, vous pouvez remercier Eduardo, typiquement, qui a fait le view router. Vous pouvez les loader certaines parties de vos composants, d'accord? Donc faites-le avec la navigation, c'est super simple. Vous pouvez également donner une priorité pour fetcher vos ressources. Donc ça, c'est tout nouveau, d'accord? C'est arrivé dans Chrome 103. Je pense que maintenant Firefox l'a intégré, à vérifier. En fait, c'est super simple, c'est un attribut qui s'appelle Fetch Priority. Et puis soit vous mettez high, soit vous mettez low. Voilà. Et enfin, il faut splitter le contenu, c'est-à-dire ne pas charger du code qui n'est pas nécessaire au démarrage, premièrement, d'accord, et essayer au moins de prendre des images qui sont relativement légères, quoi. D'accord, donc pas de PNG, prenez des SVG, quoi.
Si vous faites ça, le graphe change dramatiquement. Vous voyez que dès que le browser va découvrir la style sheet, ça c'est dû au préloading, d'accord. Il va commencer à télécharger vos ressources. Comme vous avez fait pareil pour vos ressources LCP, il va aussi les charger en parallèle. Et donc forcément, tous les problèmes qu'on a vus sont optimisés. Et donc forcément, le rendu à la fin il est optimisé, quoi. Bon, si on veut le débugger, on va dans le tools des performances. Il y en a un nouveau qui s'appelle Performance Insight. Moi, je le préfère simplement parce que il vous donne déjà pas mal de liens vers la documentation qui vous permet d'améliorer les performances. D'accord. Il est plus clair parce que je pense que qui a déjà utilisé l'application le panel performance, il est costaud quand même. En vrai, quand vous lancez quelque chose, il y a du bruit partout. D'ailleurs, si vous savez, vous pouvez toucher les touches. Attendez, tiens, c'est QWSER pour naviguer dans la timeline du panel. C'est un petit tips. Voilà. Vous pouvez également voir les fichiers qui sont utilisés, d'accord. Le taux du fichier qui est utilisé au démarrage de l'application. Donc en rouge, c'est tout le taux qui n'est pas utilisé. En bleu, c'est tout le taux qui est utilisé. Alors ça, c'est assez marrant parce que c'est une de mes apps qui est avec Angular Material. Autant vous dire que au démarrage, il n'y a rien qui est utilisé, quoi, mais il y a tout qui est chargé. Voilà. Typiquement, là, on voit le problème. Donc le CLS, comme j'ai dit, c'est le taux d'instabilité de votre écran. Vous avez 500 millisecondes pour qu'il soit totalement stable. C'est-à-dire qu'il ne clignote plus, qu'il ne bouge pas, qu'il n'y a plus de perte de scroll, etc. Donc généralement, entre 0 et 0,1 seconde, on est bon. Entre 0,1 et 0,25, ça nécessite quelques améliorations. Les améliorations, elles sont super simples à faire. C'est juste essayer de sizer correctement vos images. Rien de bien fou. Mais au-dessus, il va falloir revoir l'architecture de votre page. C'est tout. D'accord. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui va causer? Ce sont les images principalement qui ne sont pas sizées, qui ont une size qui n'est pas correcte. Le fait d'injecter dynamiquement du contenu, ça par contre c'est compliqué parce que généralement, vous savez, dans les hooks, par exemple typiquement en vue avec le script setup, on a tendance à faire un fetch initial, d'accord, pour récupérer des données. Là forcément, votre instabilité, ce qui va se passer, c'est clair, ce qui va réellement se passer, c'est qu'il va y avoir un moment, votre DOM, il n'y a rien dedans, et bam, d'un coup, il injecte votre contenu. Heureusement, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses là-dessus pour le combler. Techniquement, je vous donne une idée, c'est d'utiliser la Suspense API. D'accord. La Suspense API vous permet d'afficher un loading, une erreur, tout ça. Donc, utilisez-la parce que ça va permettre justement de réduire justement ce score de CLS. Enfin, le fait d'attendre aussi le réseau, d'attendre la requête avant d'update le DOM. Donc, tout ça, vous pouvez utiliser le server-side rendering. Ça permet aussi d'améliorer ce genre de problème. Tout ce qui est add, iframe, embedded, des choses comme ça, ça va causer aussi un problème de cumul layout shift. Et enfin, les fontes. Ça, on le sait pas forcément, mais toutes les fontes ne sont pas égales. C'est-à-dire même si vous avez une font size à 12, de Times New Roman, Jokerman à 12, c'est pas la même typo, c'est pas la même chose, donc peut-être que la size n'est pas correcte. Ok. Donc ici, je vous montre une petite vidéo de comment une iframe peut poser un problème. Voilà, l'iframe est apparu, vous avez vu, la personne était en train de peut-être de lire, et d'un coup, poup, ça arrive, donc forcément, elle perd son scroll, et elle perd son focus de lecture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? En tout cas, les images, on essaye de les sizer correctement avec les attributs high et with, d'accord. Vous avez également une nouvelle propriété CSS qui est arrivée dans Chrome 105 et qui s'appelle Aspect Ratio, que vous pouvez utiliser sur les images, mais que vous pouvez utiliser aussi sur les conteneurs. Donc ça, c'est super nice. Pour tout ce qui est add embed iframe, deux choses. Si vous avez des add embed iframe qui sont statiques, prenez leur size final et réservez-la dans le DOM, d'accord, en faisant un conteneur vide. Et si elles sont dynamiques et que vous n'avez pas, s'il vous plaît, on ne les met pas en haut, placez-les à gauche, en bas, à droite, mais surtout pas en haut parce que quand elle va popper, automatiquement vous allez perdre le scroll. Et enfin, essayez d'ajuster vos fonts. Il y a une nouvelle propriété CSS, pareil, qui est arrivée en Chrome 103 qui s'appelle Font Adjust, Size Adjust, et qui permet justement de sizer une font par rapport à une autre. Voilà. La meilleure façon de débugger un problème de CLS, c'est d'utiliser Lighthouse, d'accord. Juste une petite pub pour eux qui est aussi arrivé en Chrome 103. 3 nouveaux modes. Donc vous avez un mode snapshot, un mode timespan et un mode navigation. Le mode navigation, c'est quand vous reloadez une page.
D'accord, il va vous faire un audit là-dessus. Le snapshot, c'est à un moment T, généralement après une interaction d'utilisateur. Et le time span, c'est pendant un certain laps de temps. Hop, vous mesurez, et généralement ce laps de temps contient des interactions utilisateurs. Dernière métrique, la plus importante, donc là, tout ce que vous allez voir, c'est expérimental. Ok? Donc ça va arriver et vous pouvez donner des feedbacks à l'équipe de Chrome qui travaille là-dessus. D'accord, mais ça reste encore expérimental. Donc l'INP, c'est quoi? Alors c'est assez complexe à expliquer, mais en gros l'INP, c'est le temps que va mettre le browser, d'accord, pour afficher la prochaine frame après une interaction utilisateur. Ça va, ça paraît clair pour tout le monde? Ouais. Alors, la métrique, elle est bonne. Si vous êtes en dessous de 200 millisecondes, la métrique elle nécessite quelques améliorations, mais il n'y a rien de bien fou, c'est que de l'optimisation JavaScript entre 200 millisecondes et 500 millisecondes. Et au-dessus de 500 millisecondes, là par contre, là c'est vraiment très mauvais. Donc du coup, il va falloir revoir toute la partie JavaScript et potentiellement penser à paralléliser les choses. Donc qu'est-ce que c'est une interaction? Théoriquement, c'est quoi? C'est divisé en 3 parties. Première partie, vous avez l'input DILI. D'accord? Donc l'input DILI, c'est le temps que va mettre le browser pour au moins rentrer dans votre interaction. D'accord? Pour exécuter en fait l'handler qui est lié à votre interaction. Le processing time, c'est le temps que va mettre le browser pour tout exécuter votre JavaScript à cette interaction. Et enfin, le presentation delay, c'est le temps que va mettre le browser pour afficher la nouvelle frame. D'accord? Entre guillemets, le feedback de l'utilisateur, pour l'utilisateur, pardon. Donc maintenant, imaginons le problème. Parce que là, on est. Vous savez qu'en JavaScript, on n'a qu'un seul thread. Vous êtes tous d'accord? Donc forcément, en JavaScript, on est les meilleurs. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser l'event loop pour gérer ce problème de thread unique. Ça va jusque-là? Donc maintenant, imaginons que vous avez cliqué sur un bouton qui fait une tâche qui vous bloque 100% du thread. D'accord? Donc là, il ne fait plus rien, votre main thread. Il est bloqué. Vous cliquez sur un autre bouton. Ce bouton-là, ce qui va se passer, ce qu'il y a entre le temps que va mettre pour que le main thread soit débloqué et qu'il exécute votre handler, c'est ce qu'on appelle l'input DILI. Ça va jusque-là? Le processing time, c'est pour faire toute votre fonction. Et le render, les présentations DILI, c'est pour render le résultat et l'afficher. OK? Donc, si on souhaite améliorer ce genre de problème, l'INP c'est quelque chose qui est très vaste, c'est un talk entier pour tout vous expliquer. Là, je vous ai résumé les choses. Donc simplement déjà, il faudrait minimiser à fond le long task. D'accord? Il faut éviter d'avoir des tâches qui sont très longues. Une tâche qui est très longue, par exemple, je vais vous en donner une, c'est quand vous faites un clic sur Add to Do et que dans votre Add to Do, vous ajoutez la to do en DB, vous attendez le résultat, vous refaites un get derrière. Ça, c'est une tâche longue. D'accord? Il faut éviter beaucoup les timers, donc on évite de mettre des set timers dans tous les sens, ça on évite. Les set timeout aussi, surtout des set timeout avec virgule 0, on trouve une autre solution. Il faut justement faire attention aux interactions overlap. Donc c'est quoi les interactions overlap? C'est quand vous avez un bouton, la personne elle clique sur un autre bouton, etc. À la fin c'est quand même ajouté donc, dans les tâches, donc il va les faire mais l'une à la suite de l'autre. Généralement, donc, quand il y a une long task, ce qu'il faut faire pour break up les long tasks, il faut différer le code d'exécution, d'accord, créer des points, ce qu'on appelle des yield points. Donc ça, vous pouvez faire une new promise, d'accord. En fait, il faut promosifier simplement vos calls HTTP, ce qui vous permet simplement de laguer et de dire ça tu le fais plus tard. Ça va dans l'event loop après. Essayez de yielder quand c'est nécessaire. Et enfin, d'utiliser une API qui est très récente et qui est encore expérimentale. C'est le post-task API, c'est le scheduler en fait. Ça, c'est encore expérimental, donc je vous conseille de ne pas l'utiliser en production pour le moment. Et enfin, évitez d'avoir des gros DOM, d'accord. Évitez d'avoir des sélecteurs CSS qui sont super compliqués ou pour mettre une couleur noire, il faut aller calculer l'enfant, du sous-enfant, du parent qui a la classe trop compliquée. Utilisez des méthodes comme BEM, des choses comme ça, elles marchent très bien. Ou mettez juste une classe pour le dernier élément d'une liste, c'est super. Ça c'est du code, donc voilà typiquement une fonction qu'on pourrait avoir en vue, j'ai juste pris la fonction, d'accord. Donc imaginons que vous avez une validation de formulaire, un show spinner, un save to database, un update UI et un send analytics. Ce qui est vraiment critique
là-dedans. Ce qu'on veut avoir tout de suite comme rendu, c'est quoi? C'est le show spinner, le fait de valider le formulaire et de modifier l'UI. D'accord? Le fait de simplement sauvegarder en database et d'envoyer les analytiques, on n'est pas obligé de l'attendre ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire simplement un set timeout et donc du coup, ça va aller ça crée une nouvelle tâche en fait qui va dans l'event loop. D'accord? Donc, faites quand même bien attention à ça parce que si vous le faites trop souvent, là, on perd quand même la notion de qu'est-ce qui est entre guillemets, qu'est-ce qui est arrivé l'un à la suite de l'autre. D'accord? On perd la notion d'ordre. Donc, vous pouvez avoir un petit souci de choses qui s'exécutent avant les autres. D'accord? Et c'est là que le scheduler vient et entre en compte puisque Chrome, enfin en tout cas Google a réussi à résoudre ce problème-là. Ça va jusque-là? Ouais. Donc voilà, typiquement, voilà, vous pouvez faire un send timeout, mais faites bien attention. Également, quand vous faites ce genre de choses-là, il faut bien gérer ses erreurs. C'est super important parce que si vous ne gérez mal vos erreurs, vous ne pouvez pas revenir sur un état précédent. Et donc dans ce cas, vous avez une incohérence entre ce qu'il y a vraiment en base de données et votre UI. Ok? Voilà. Merci, j'ai essayé de le résumer en 20 minutes.